Le gouvernement du Québec est fier partenaire de la réalisation de cette série et soucieux de contribuer à façonner le Québec de demain dans le cadre de la stratégie maritime du Québec. Toute l'équipe remercie la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon. Offrez-vous une croisière découverte sur le fleuve. Visitez le traverserdl.com. Je suis grand. Je suis riche en biodiversité et rempli d'êtres vivants. Je suis puissant, mais doux à la fois. Parfois tranquille, je peux aussi être déchaîné. Je suis saint. Je suis Laurent. Je suis le fleuve Saint-Laurent. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Marc Larouche. Bienvenue au fleuve aux 1000 vagues. Je vous propose une expérience extraordinaire aujourd'hui. Je vous amène en plein milieu du fleuve Saint-Laurent à la pêche à l'esturgeon noir avec les frères Bruno et Bernard Ouellette des pêcheries Ouellette de Kamouraska. On parlera également avec Georges-Henri Lisotte de Rivière-Ouelle, un monsieur qui est pêcheur d'anguilles depuis plusieurs années et qui nous parlera également de la pêche au beluga. Le fleuve Saint-Laurent et ses richesses se sont imposés très tôt dans la vie de Georges-Henri Lisotte de Rivière-Ouelle. J'ai été agriculteur pendant une trentaine d'années. J'ai transféré ma ferme en 96. Après ça, avant ça, même en même temps, j'avais comme revenu une pêche. J'ai travaillé là-dedans à partir de l'âge de 10-12 ans avec mon père, peut-être 9 ans même. J'allais à la pêche avec mon père dans le temps, puis la nuit pour tenir le fanal. La pêche à l'anguille, ça a commencé un bon matin que j'étais assez grand pour aller à la pêche. Mon père était dedans depuis nombre d'années. Puis mon grand-père avait eu ça aussi. Mon arrière-grand-père a touché à ça un peu. Ça fait que ça faisait bien du monde dans la pêche à l'anguille. Puis on a dit, on va continuer. Tu sais, j'allais avec mon père, puis je traînais le fanal, puis je suivais en arrière. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui disent, pourquoi tu cours tout le temps? Moi, je courais tout le temps. C'est parce que mon père, il mesurait 6 pieds 1, puis moi, j'ai la même grandeur que j'étais un peu plus petit que ça, tu sais. Puis il fallait que je cours pour le suivre. Ça se passait qu'on allait monter ça toute la famille. Toute la famille touchait à ça. Peut-être pas les filles autant, mais les gars, nous autres, on était 4 gars. Mon père il y avait 4 gars dans la famille. On était 12 enfants. Puis tous les gars ont été un bout de temps à la pêche. Moi, j'ai commencé, puis j'ai rendu à 15-16 ans. Mon père a dit, tu as été à l'école assez longtemps, tu as instruit, tu es capable de faire la pêche. Puis c'est là que moi, j'ai embarqué. Ça marchait parce que tous les agriculteurs des années 40 avaient tous le petit bout de pêche devant de la porte. Puis jusqu'en 56, 57 à peu près. Là, dans ces années-là, il y avait des pêches à poissons qui ont été transférées en pêche anguille. Le gouvernement donnait des permis à tout le monde. Tout le monde qui voulait avoir un permis pouvait l'avoir. La pêche anguille, c'est fait comme un réseau d'aqueducs. Une pêche anguille, on fait un angle. Puis en arrivant à la boîte, là, on rapetisse tout le temps. On rapetisse pour que le courant accélère puis rentre dans la boîte. Là, on est devant une structure de pêche commencée. La structure est montée, les poteaux sont là. Il n'y a rien de raidi. Il faut raidir les cordages plus rigides que ça. On raidit ça avec un tracteur. Puis quand c'est tout bien placé, on place un filet qui a 16 pieds de haut, avec une chaîne en bas de 8-9 livres au pied. Puis on s'arrange pour que ça reste là. C'est quand c'est tout attaché, là, on fait le même V que les anciennes pêches qu'il y avait avant pour accélérer le courant, mais c'est tout en filet, puis du filet de 16 pieds de haut qui est là. Puis on s'est fait comme un genre de nacelle dans le loader pour attacher en haut parce que t'es à 17 pieds dans les airs là, quand tu fais ça. Poisson d'eau douce, l'anguille va se reproduire en eau salée, un très long voyage qui l'amène dans le secteur des Bermudes, dans la mer des Sargasses. À leur retour, plusieurs anguilles meurent malheureusement dans les turbines des centrales hydroélectriques. On a déjà pris une fois à la pêche, nous autres, moi et mon père, 4100 anguilles dans une marée, dans une nuit. Aujourd'hui, 400 anguilles, là, ça serait comme 4000 dans le temps. Là. Est-ce que c'est bon, l'anguille? Très bon. Fait qu'on la fait sur une grille à poulet.
qu'on tourne. Puis même j'ai des photos qui ont été sur Facebook à un moment donné, là, on était prêts à faire ça. Là, on va faire cuire ça, moi puis mon neveu. Puis c'est très bon, ça vient croustillant sur le dessus. Le monde mange après la grille. Les gens ont peur de manger ça. Ils disent que c'est un serpent, puis c'est laid, puis tout. Je suis pas beau, puis j'ai vécu tout le temps. Puis, tu sais, ça a bien été. Le Saint-Laurent, notre fierté. Il occupe une place centrale dans notre histoire. La toute première stratégie maritime du Québec vise à stimuler une croissance durable de notre économie avec la création de plus de 30 000 emplois répartis dans toutes les régions. Elle permet de mettre en valeur la diversité de nos ressources pour ainsi contribuer au développement économique, environnemental et social du Québec dès maintenant et pour les générations à venir. Stéphane Pratt. Je suis natif de Rivière-du-Loup. Je suis parti 10 ans à Québec. Je suis revenu à Rivière-du-Loup ici parce que je m'ennuyais du fleuve. Je m'ennuyais des couchers de soleil qui sont incroyablement beaux ici à Rivière-du-Loup, qui fait la force de Rivière-du-Loup. Bien, c'est comme je pense, moi, c'est comme j'ai pu voir, comme à Québec, c'est trop près. À Notre-Dame du Portage, à l'île Kakuna, Saint-André-de-Kamouraska, la largeur est belle. Rendu à Rimouski, c'est trop loin, fait qu'on voit plus les montagnes. C'est ce que je trouve ici, c'est vraiment la distance est agréable. Parce qu'on voit les montagnes, même que j'ai une lentille, une fois j'étais vraiment là, je voyais l'hôtel de ville, puis je voyais le poteau téléphonique là, au bord du fleuve. Fait que c'est vraiment cool. Moi, j'ai toujours dit qu'un brin d'herbe, c'est beau, ça dépend de l'angle. Des fois, je vais prendre, mettons, un exemple, je vais prendre un arbre, mais juste avec le soleil, je vais juste jouer, puis je vais être capable de mettre des yeux, mettons, là, comme j'ai une photo comme ça. C'est vraiment, là, c'est le soleil ou un coucher de soleil en noir et blanc. Même en noir et blanc, ça peut être beau. Tout dépend de l'angle, tout simplement. Mais quand le soleil se couche, là, on dit des fois c'est beau, mais c'est vraiment court. Parce qu'il y a juste une bonne distance, mais ça dépend aussi des couleurs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut, maintenant, que ça soit plus brillant. Puis aussi, les saisons vont jouer aussi avec la brillance du soleil, la brillance des nuages et tout. À une certaine époque, on considérait le marsouin, le beluga, comme une espèce nuisible. On l'accusait de manger trop de poissons et ainsi faire diminuer les stocks. On a alors permis la pêche au beluga. La pêche au beluga, ça se passait que les gens formaient des sociétés, puis ils montaient une pêche, ils demandaient un permis au gouvernement, puis ils montaient une pêche. Puis les gens partaient, puis ils travaillaient durement là-dedans. Ça, c'était dur, ça. Ils montaient ça. Mon grand-père a acheté la pêche en 1913 de la compagnie. Il avait formé une compagnie en 1870. Puis lui, il a tout racheté ça en 1913, la terre à bois, puis tout le kit, là. Il a payé ça 7 200 $ en 1913. Le beluga, il le prenait, il se battait avec dans le fleuve pour le sortir de là. Il faisait une clôture dans le fleuve de 3 km environ. Il y avait 72 arpents de long, ce qui montait là, 7 200 baguettes. Ça allait avec les actions. Il fallait qu'ils mettent 7 200 baguettes dans le fleuve. Ça partait peut-être du camping de Rivière-Ouelle, ça venait juste à l'entrée ici de Rivière-Ouelle. Mais on ne faisait pas ça dans l'intention de détruire. Mais ça faisait vivre 36 hommes pendant 2 mois de temps. Puis ils louaient les chevaux. Ça fait que, à quelque part, ils s'abombent la société dans le temps. C'était vraiment une pêche logique du temps. Mais quand ils ont arrivé avec les bombardements, puis ils ont tout fait, puis la pollution qu'ils ont faite dans le fleuve,
Ça a été bien pire que ces pêches-là, ça. Mais personne n'a parlé de ça dans le temps. C'est la pêche qui avait tout fait, puis faut les expliquer à un moment donné que c'est pas tout vrai, là, ce qui se compte des fois. Là. Quand on regarde dans les documents historiques, dans les années 20, par exemple, alors qu'il y avait une chasse commerciale aux bélugas qui durait depuis 200 ans, on capturait les bélugas, on vendait l'huile. Mais dans les années 20 à 30, on a pensé, parce que les populations de poissons diminuaient dans le golfe, dans l'estuaire, il y a des pêcheurs et des gens qui ont dit c'est à cause des bélugas, il y en a trop, ils mangent trop de poissons, ce qui était faux, on peut le démontrer avec les chiffres de l'époque. Et on s'est mis à offrir une prime. Le gouvernement offrait une prime. Chacun qui rapportait une queue de béluga recevait 15 $. On a même bombardé les animaux du haut des airs. On les a déclarés comme peste officiellement. Aussitôt qu'ils voyaient une plaque blanche, il y avait 5-6 bélugas ensemble, ils longeaient une bombe. Et c'est carrément de même que ça s'est détruit, le béluga. Puis après ça, là, aujourd'hui, on nous dit c'est la pêche commerciale qui a tout détruit ça. Un événement marquant s'est produit à Rivière-Ouelle lorsque plus d'une centaine de bélugas ont été retrouvés échoués sur la berge. Oui, il y en a eu 105 ou 105. Ça n'a pas arrivé là d'un coup, là, comme peut-être comme tu vois, sur les côtes américaines, des fois un suicide, il y avait ça un suicide collectif. Là. Ils se sont tirés là, où il y avait bien du poisson, puis il y avait bien du béluga. Puis ils ont suivi, ils ont été poignés à mer basse. Puis ils ont pris 180 cette année-là, en tout cas, 105 ou 105 d'un coup. Il y avait 7200 baguettes de plantées à partir du camping de Rivière-Ouelle, mettons, je ne sais pas si ça te dit une idée. Là. Ce qui faisait un grand détour au large, à peu près 1 kilomètre au large, tu sais, là. Elle faisait le tour jusqu'avant d'arriver, mettons, au coin de la pointe qu'on voit l'autre bord, là. Mettons, ça n'allait pas jusque l'autre bord, là. Mais ça faisait un grand C. Puis le printemps, quand le Caplan roulait sur la plage plus, puis il rentrait là-dedans. Puis quand le grand C était fait, lui, il allait frapper la pêche plus loin, il revenait. Puis là, il rentrait dans ce C-là, il restait toujours à la même place. Il tournait en rond tout le temps, il revenait dans la queue du C, là, comme ça, là. Tu sais, c'était comme vraiment un C, là. Quand il arrivait au bout, là, il faisait comme un grand rond. Puis pour que le béluga, il sortait pas au travers des... Il rentrait dedans, puis après ça, quand il était frappé, il faisait le tour, il faisait rien virer. Puis là, il y avait ici, en arrière, là, on a une mort d'eau. Il reste à peu près 2 pieds d'eau. Fait qu'il restait là. Il restait là. La mer, il était pogné avec, il montait sur le bord. Puis ici, il en emmenait 400 au bord, puis le monde, il en prenait une coupe, là, puis il montait ça. Puis là, il dépassait tout. Il sortait tout le gras, puis il y avait un autre groupe qui faisait bouillir pour aller faire l'huile, là. Merci à la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, fier partenaire du fleuve aux 1000 vagues. Vivez une traversée unique, entourée des îles, oiseaux et mammifères marins, services de restauration et de bar. Visitez le traverserdl.com. Lorsqu'on pratique des activités de pêche, il arrive parfois de capturer des espèces qui étaient non ciblées. On appelle ces prises des prises accidentelles ou des prises accessoires. On dénombre 300 000 cétacés et 345 000 pinnipèdes, soit des phoques et des otaries, qui se prennent chaque année dans des filets maillants ou des filets fantômes, c'est-à-dire des filets qui sont laissés à la dérive dans les océans. Dans le Saint-Laurent, nous avons 2 cas bien connus qui ont fait la une des journaux. Il y a le cas de Capitaine Crochet, qui est une femelle rorqual commun, qui est bien connue des scientifiques depuis 1994. Elle revenait dans le Saint-Laurent religieusement, parfois certaines années accompagnée d'un jeune baleineau. Au printemps 2013, elle s'est empêtrée dans un engin de pêche dédié aux crabes, dans un casier à crabes. Des équipes ont tenté de la repérer, dans le but de la libérer, mais c'est une espèce très rapide et en vain. Un autre cas bien connu est celui de Trifon. Trifon était un cachalot, l'un des plus célèbres du Saint-Laurent. Le 10 juin 2009, Trifon s'est empêtré dans un cordage de casier à crabes. On l'a vu à plusieurs reprises, même que des équipes du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins et des pêcheurs locaux du secteur de Sept-Îles ont tenté en vain de libérer l'animal.
Au total, 40 tours de cordage étaient enroulés autour de sa mâchoire inférieure. Il s'est finalement échoué à l'île Saint-Barnabé. La ville de Rimouski l'a enterré sur place et un monument a été érigé dans le but de sensibiliser et d'éduquer la population à la problématique des prises accidentelles. Plusieurs scientifiques étudient la problématique des prises accidentelles et tentent de trouver des technologies pour réduire ce type de prise. Que ça soit sonore, que ça soit visuel, que ça soit des trappes dans les chaluts pour laisser passer les tortues marines ou même les dauphins, certaines sont efficaces, mais ce n'est jamais à 100%. Dernièrement, une équipe de chercheurs britanniques ont publié un article en 2015. Ils veulent trouver de nouvelles méthodes axées sur l'écologie des animaux. Par exemple, pour réduire les prises accidentelles des oiseaux marins, eux qui sont très axés sur la vue, ils veulent incorporer au filet maillant des panneaux qui réfléchissent, dans le fond, la lumière pour bien identifier leur emplacement. Certes, les mammifères marins, eux, utilisent beaucoup moins leur vue. Pour eux, il suffit de faire les panneaux un peu plus grands de manière à ce qu'ils soient détectés avec leur sonore. On espère que la technologie trouvera de nouvelles avenues pour réduire les prises accidentelles dans le futur. Chez les Ouellettes de Kamouraska, la pêche est un métier qui se transmet de génération en génération. Ça a commencé quand mon grand-père a acheté la concession de seigneurie de Kamouraska. Il avait acheté le droit de pêche qui se trouvait à l'île aux Patins, puis l'île à Providence et l'île Brûlée. Quand il a commencé la pêche, c'était de la pêche à fascine. Depuis, il a commencé en 1902. Il commençait le printemps. Il pêchait le hareng, l'esturgeon, l'anguille, toutes sortes de poissons qu'il avait droit. J'ai été élevé sur une terre, mais depuis l'âge de 10 ans, on a commencé à aller à la pêche, travailler, monter les pêches pour notre oncle. C'est depuis ce temps-là. La mer, moi, je pourrais dire c'est l'abondance. C'est l'infini. Dans ce temps-là, quand ils montaient la pêche à fascine, c'était au bout de l'île, ça prenait 25 hommes pour monter. Puis ils prenaient surtout des cultivateurs. Pour le payer, ils le payaient en nature. Ils ne pouvaient pas le payer en argent parce qu'il n'y avait pas d'argent dans ce temps-là. Ils le payaient en nature avec du poisson. Autrement dit, que quand le hareng arrivait, c'était en abondance. Ils prenaient ça à tonnes. Puis chaque cultivateur venait chercher un tombeau de hareng pour semer des patates. Semer des patates? Oui. Ça servait d'engrais pour les patates. Ça veut dire une jambe de patate et un hareng, une jambe de patate et un hareng. Là, on ne peut plus faire ça. Ah non, parce que la ressource est protégée, là. Puis il y en a moins aussi, là. Tout à l'heure, on va se rendre à l'île aux Patins, l'île de mon grand-père qui avait sa pêche à fascine. Aller à la pêche à l'esturgeon noir en plein milieu du fleuve Saint-Laurent demande tout de même une tenue vestimentaire appropriée. C'est un lieu de rencontre des goélands ici.
Alors, ce sont les risques du métier. On dira que l'effort a été très grand compte tenu de ce qu'on a eu comme trésor, entre guillemets. Il y a seulement 2 esturgeons qui ont été récoltés ce soir et encore, ils sont trop petits, il faut les jeter. Il y a les frères Ouellette qui me disaient que ce matin, il y avait 17 esturgeons, c'était beaucoup mieux, mais des 17, il a fallu en rejeter 12 parce qu'ils n'étaient pas assez gros non plus. Et là, bien, ce soir, 2 esturgeons. On voit ici que les frères Ouellette sont toujours en train de nettoyer leur filet pour peut-être faire en sorte que demain, la pêche soit meilleure. La pêche n'a pas été très bonne aujourd'hui, je pense. C'est normal, ce soir. Ah oui? C'est le matin, ça pêche. Un jour, c'est toujours moins bon. Et là, les 2 esturgeons qu'on a, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Oh oui. On va les remettre on va les mettre à l'eau. Pourtant, pour un néophyte, je les trouve quand même assez gros. Non. Non. Pour être gros, là, c'est à peu près, je sais pas, moi, 50 livres. Ça, c'est Oh un oui, gros, là. à ce point-là. Oh oui. Et disons qu'on va ramasser des 20 livres, ça, on va les ramasser. Celui-là, il pèse à peu près 10 livres. Oui, à peu près. C'est pas assez. Pas plus. Enlève la tête, enlève la peau, enlève les viscères, il reste plus rien. La mesure, c'est comme ça. Puis là, ici, dans le creux de la nageoire extérieure, à peu près comme ça, t'accroches ça comme ça ici, là. Mais tu vois, là, il est petit, lui. Mais si disons, on a droit à aller jusque... Ah, ça, c'est la droite jusque-là, là. On a La droit même jusque là. chose. Comme lui, là, c'est quoi, c'est 50, ça? Il y a 50, ouais. 50? C'était 50, ça. Dis donc, on va regarder celui-là. Ouais. Les légendes du Saint-Laurent. Une présentation du complexe Cama, garderie canine de Saint-Pascal. 88 308 06 40. À l'îlet du Massacre, c'est un des îlots du Bic. Il y a plusieurs années de ça. On a trouvé une grotte. Puis les murs, on dirait qu'ils sont tapissés d'os blanchis. Tu sais, vous savez, des os qui ont brûlé, puis brûlé longtemps. Ben, c'est parce que ça rappelle qu'il s'est passé un sérieux massacre. C'est pas pour rien. Ça porte bien son nom, cet îlet-là. Il y a des Indiens nomades qui descendaient de Donnacona. C'était dans leur habitude. Ils se dirigeaient vers le bas du fleuve. Puis m'amener en passant à hauteur des îlots du Bic. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient poursuivis. Ils ont décidé de se cacher d'une grotte. Hey. Puis vous allez voir, c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'îlet au massacre. Ils se sont cachés dans la grotte. Ce qu'ils savaient pas, c'est que les poursuivants les avaient repérés. Ils ont fait une grande palissade. Ils avaient fait une grande palissade. Ils ont mis le feu dedans. Les Indiens sont tous morts. À l'intérieur. Toute la gang. Puis, il paraît que dans ce secteur-là, entre le cap Enragé et le cap au Corbeau, on voit des flammes. Certains soirs, il y a comme des flammes, puis on voit comme des formes de personnes avec des flambeaux dans les mains qui dansent ces roches. Voilà, c'est là-dessus que prend fin l'émission d'aujourd'hui. Ici Marc Larouche. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve très bientôt. Au revoir.